Prisma qui devient beaucoup plus rapide avec sa version 5.0 ainsi que Prettier 3.0 qui a complètement réécrit sa codebase. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 17 juillet 2023. Il s'agit également des dernières actualités avant une petite pause estivale. On reviendra donc en septembre. C'est parti pour les actus. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un développeur JavaScript. Alors comme je vous disais, on va tout d'abord parler de Prisma. Effectivement, Prisma est devenu faster by default, donc plus rapide par défaut. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, entre la version 4 et la version 5, il y a eu quelques changements, mais il faut déjà savoir que en fin de version 4, donc la version 4.11, eh bien, il y avait déjà eu une grosse amélioration au niveau de la vitesse. Mais dans cet article de blog, ils font un peu en sorte que ce soit inclus dans la V5, même si c'était déjà le cas en fait dans la 4.11. Alors, de quelle amélioration il s'agit? Eh bien ici, vous pouvez voir le temps total donc pour la mise en place, enfin le cold start de Prisma, et ça sur eh bien AWS. Donc là, on parle de serverless, et donc on parle de performance en termes de serverless, qui peut être différent de d'autres performances sur les serveurs qui sont toujours allumés, en fait, tout simplement avec votre application, parce que là, c'est des serveurs qui vont se réallumer de temps en temps quand il n'y a pas eu beaucoup de connexion. Donc on parle de cold start de temps en temps. Et ici, donc, on est sur la connexion de Prisma et on voit que c'est quasiment 2,78 secondes pour, eh bien, pour un schéma qui est très gros. Il y a plus de 500 modèles dans ce schéma-là, si je ne me trompe pas. Voilà, il était écrit juste ici. Il y a plus de 500 modèles. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez gros, d'assez conséquent en termes de modèles. Et vous voyez qu'avant, eh bien, on était sur du 2,7 secondes. Et maintenant, à partir de cette version 4.11 et donc également en version 5, eh bien, on est arrivé à une amélioration à quasiment 300 millisecondes, quoi. Donc c'est vraiment énorme comme amélioration. Et comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien, en fait, c'est en changeant de protocole. Avant, il y avait un protocole qui était GraphQL Lite, donc une manière de parler entre deux programmes. Et donc ça, c'était entre le Prisma Client et le Query Engine. Et bien, en remplaçant ce GraphQL-like protocole par tout simplement un JSON protocole, eh bien, ils sont arrivés à avoir toutes ces performances-là. Donc c'est vraiment assez impressionnant en fait d'avoir ça, et surtout dans le terme de serverless, parce qu'en termes de serverless, le cold start c'est un peu le démon, c'est vraiment ce qu'on veut réduire au maximum, parce que ça va faire une grosse différence quand l'utilisateur va arriver au début de notre utilisateur et que ça va charger beaucoup, et ensuite notre site web va arriver en fait. Donc ça, c'est un vrai point d'amélioration incroyable. Et ensuite, ils ont réussi encore une fois à diminuer tout ça. Tout d'abord en réduisant les dépendances du Prisma Client, ensuite en optimisant tout simplement le Query Engine, et enfin également en mettant plus de choses en parallèle, notamment lors des connexions. Et donc ils ont réussi à passer, on peut le voir en dessous un petit peu mieux, ils ont réussi à passer de 300 millisecondes à 100 millisecondes. Donc vraiment, on est sur quelque chose de très très petit. Et donc voilà, par rapport à l'échelle d'avant, donc c'est présent tout en haut, hop, c'est présent juste ici, on était passé voilà, de 2,7 à 100 millisecondes sur la V5. Donc c'est d'une très grande amélioration au sein de la vitesse. De ce que j'ai compris, c'est surtout lié au serverless parce que ça joue avec le cold start, etc. Mais je pense que ça quand même bénéficie à tout le monde au sein des utilisateurs de Prisma. Donc si jamais vous souhaitez mettre à jour, eh bien vous pouvez mettre à jour. Il n'y a pas de gros breaking change. Je n'ai pas vu de breaking change concernant Prisma. Vous pouvez déjà mettre à jour et bénéficier de ces performances. Également autre chose au sein de Prettier 3.0, une majeure pour Prettier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils disent hello aux ECMAScript modules. Effectivement, ils ont réécrit toute leur code base afin donc d'être en ESM, donc avoir des import-export et non pas des require tout simplement. Et donc dans le cas de CommonJS. Et donc maintenant, eh bien, quand on utilise Prettier, on peut l'utiliser à la fois sous forme de SM, mais aussi à la fois sous forme de CommonJS. Ils font les deux en fait. Et ça, c'est important de le savoir pour ceux qui écrivent des plugins, parce qu'il y a quelques breaking change si jamais vous écrivez un plugin de Prettier. Donc avant de passer à Prettier 3.0 en peer dependency, eh bien, il faut faire quelque chose, notamment 4 étapes, vous voyez, pour être sûr que ça va marcher à cause de cette réécriture en ESM, mais vous pouvez également totalement réécrire votre module en ESM si vous le souhaitez. Avant, vous ne pouviez que l'écrire en CJS, donc CommonJS, parce que Prettier a été écrit en CJS, mais maintenant vous avez le choix. Et ça, c'est une superbe chose. Il y a également quelques breaking change, mais c'est des choses assez précises, donc je ne vais pas forcément vous en parler ici, mais je vous mets le lien bien sûr juste en dessous en description.
Et maintenant parlons de Driver.js version 1.0. Alors c'est une superbe librairie qui vient de sortir donc sa version 1 et ça faisait des années qu'elle était en version 0.9 depuis 2017 je crois. Et là d'un coup ils sont arrivés et ils ont mis tout plein de choses incroyables comme par exemple le fait que ce soit écrit en TypeScript, donc c'est typé, c'est utilisable pour tout type de JavaScript, hein, c'est pas framework locked, c'est accessible, c'est framework ready, effectivement ça marche sur tous les principaux navigateurs, également c'est très lightweight et il n'y a plus de dependencies. Donc c'est vraiment une super librairie, mais qu'est-ce qu'elle fait cette librairie? Eh bien en fait elle fait des tours, vous savez c'est ce genre de tour d'animation quand on va venir onboarder un utilisateur dans notre application. Eh bien ce petit tutoriel là, eh bien driver.js le fait super bien. Donc là vous voyez qu'on va highlight un certain élément, ensuite on va en highlight un autre, etc. etc. Et ce qui est bien c'est qu'il peut vraiment se superposer à tous les éléments. Parce que le problème qu'on avait dans d'autres librairies de tutoriels comme ça, c'est qu'en fait à cause des z-index, eh bien parfois le tutoriel était tout de même en dessous. Et bien là, il est toujours au-dessus, quel que soit l'élément, et ils ont réussi à faire ça en fait en mettant un SVG. Alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais en mettant un SVG en fait par-dessus les éléments, eh bien ils arrivent à être toujours par-dessus. Et donc ça c'est vraiment super, et donc vous n'aurez pas de bug ou quoi que ce soit à cause de vos z-index, et ça marchera directement. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment plein de manières de faire. Vous pouvez également show le progress, voilà, 1 sur 3 pour que votre utilisateur soit au courant. Vous pouvez vous en aller en cliquant autre part. Vous pouvez également confirmer le fait de vous en aller si jamais vous voulez vous en aller donc du tutoriel, etc. On peut faire un simple highlight de quelque chose. C'est également intéressant de ne pas avoir forcément un tooltip qui se met par-dessus. Et on peut gérer la position du popover avec du side et du align dans du top, left et right, etc. bottom. Donc voilà, c'est une superbe librairie pour faire ce genre de petit tutoriel. Elle est très simple à utiliser. Si on regarde un peu au niveau du code, tac. Non, alors voilà, c'était pas au niveau du code, c'est au niveau de la documentation tout simplement. Donc on a juste à importer driver.js, on importe également le petit CSS qui va avec. Puis ensuite on initialise l'objet et on va venir highlight. Donc ça on peut le faire au moment du clic d'un bouton ou quoi. On va venir highlight un élément en mettant une popover avec un title et une description. Et donc en faisant ça, tout simplement, ça va venir highlight en mettant popover. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation et on peut donc mettre ça au clic d'un bouton et ensuite on a notre petit tutoriel qui est fait. On a bien sûr tous les exemples avec l'exemple du tour. Hein. Ici, vous voyez que quand on a un tour, et bien en fait on a un objet step qui se met en place et ensuite on a les éléments qu'on connaît, donc element et popover à chaque fois, donc avec l'élément via un CSS selector et ensuite le popover à chaque fois. Donc ça c'est vraiment super et on peut show le progress ou non. Driver.js, une librairie que je vous conseille et que personnellement j'utiliserai si jamais j'ai à faire ce genre de tutoriel en ligne. Dernière chose cette semaine, c'est un paquet pour en fait utiliser l'API de Threads. Threads, vous savez, le nouveau concurrent de Twitter qui a été mis en place par Meta, donc par Facebook. Alors ce paquet-là n'est pas officiel, mais il utilise l'API officielle de Threads qui est utilisée dans l'application et également au sein du site web. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser de base Threads API en faisant donc en initialisant donc nouveau Threads API avec username et password et ensuite on fait un point publish et ça publish directement bien un nouveau thread. Et ça va même plus loin, hein. On peut publish avec une image, on peut publish avec une URL, on peut répondre donc à un autre post tout simplement, on peut quote un autre post, on peut like, unlike, follow, unfollow, repost, unrepost, delete. On peut vraiment quasiment tout faire de ce qu'on fait en fait sur l'application mobile si jamais vous y avez déjà accès. Et on peut également récupérer des données. Ça peut être intéressant de récupérer des données à partir d'un username ou à partir d'un user ID. On récupère le profile, les différents threads, les replies ou les choses comme ça. Donc ça peut être intéressant tout simplement pour créer des robots, des bots. Si jamais vous voulez créer des bots sur Threads et non plus sur Twitter parce que ça devient plus compliqué de faire des choses sur Twitter en ce moment, eh bien vous pouvez utiliser ces petites librairies qui fonctionnent très très bien pour faire un petit side project un peu marrant. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de toutes ces actualités juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien, on ne se retrouve pas lundi prochain pour une fois, mais on se retrouve fin août, début septembre pour sûr. J'espère que vous avez apprécié toutes ces actualités de la semaine pendant ces quelques mois que j'ai mis sur YouTube assez récemment. Hein. Ça fait que, je pense, 3 mois que je commence à mettre ça sur YouTube. Avant, c'était dédié au club Dev Theory. Et donc voilà, je pense que je vais continuer à les mettre sur YouTube. Au départ, c'était simplement une petite expérience pour savoir si ça attirait plus de monde. Et finalement, oui, ça attire plus de monde, mais également, c'est tout simplement plus sympa d'avoir ça en public. Donc je vais totalement continuer à faire ces activités de la semaine-là en public. Et donc, on se retrouve fin août ou début septembre. N'hésitez pas à parler aux développeurs que vous connaissez de cette chaîne YouTube-là, de ce format-là des activités de la semaine, afin de contribuer à leur veille technologique.
En attendant, eh bien, on se retrouve d'ici un mois et quelques. Je vous souhaite une très bonne continuation et un très très bon codage. À très vite.